Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Tarrasch. Je vais continuer cette mini-série où je vous parlais des joueurs romantiques avec Spielmann dans les semaines précédentes. Là aujourd'hui on va parler de Tarrasch, qui est un joueur qui a énormément marqué l'histoire des échecs. C'est un joueur qui est né dans ce qui était à l'époque la Prusse en 1862 et qui est mort en 1934, et c'est un joueur qui a fait un voyage dans le temps dans l'histoire des échecs qui est assez intéressant parce qu'il a joué avec Steinitz par exemple, qui était le premier champion du monde, un Autrichien. Et il a croisé les romantiques, on va dire, il a vu la fin de la romantique avec les joueurs comme Spielmann, le tout pour l'attaque, les échecs agressifs, etc. Et il a essayé de lui de promouvoir les échecs, enfin, comment je pourrais vous dire ça très simplement, c'est-à-dire qu'à l'époque on le surnommait le joueur le dogmatique, c'était un peu la caricature du joueur allemand, un peu austère, qui avait des principes très établis, c'est-à-dire le contrôle du centre avec un pion, il faut absolument occuper le centre avec un pion dans ses parties, il faut sortir les pièces vers le centre. Et en fait, quand je vous parlais de voyage dans le temps dans l'histoire des échecs, c'est parce qu'il a croisé la génération qui allait prendre la relève, qui était ce qu'on appelle les hypermodernes, et qui ont amené d'autres principes dans le jeu d'échecs dont on parlera dans une vidéo future, et qui ont plutôt pensé les échecs comme l'échiquier comme un espace qu'on pourrait contrôler par les flancs, où on pourrait sortir les fous en fianchetto, essayer d'attaquer le centre de l'adversaire. Et il est rentré on pourrait dire en controverse, un peu la même chose que les anciens et les modernes, quoi, entre guillemets. Et donc c'est une figure vraiment de l'histoire des échecs. C'est un joueur qui a un très bon score contre beaucoup des joueurs de l'élite, donc je vous parlais Steinitz, mais contre Lasker aussi, il a joué contre Schlechter, il a joué contre plein de grands noms de l'histoire des échecs, et il a un score tout à fait honorable, à plus forte raison qu'il n'était pas, il avait un boulot à côté, c'était un médecin, il avait une carrière de médecin, et donc c'était pas un joueur qui se dédiait à 100% au jeu d'échecs, et c'est quand même à mettre à son crédit d'atteindre un niveau comme ça, tout en ayant aussi une brillante carrière à côté de médecin. Je pense que vous pouvez avoir entendu ce nom puisqu'il a laissé aussi son nom à plusieurs ouvertures. Donc c'était un théoricien du jeu d'échecs. Ce qu'on appelle un théoricien, c'est un mec qui fait avancer la théorie des ouvertures. Et donc il a créé une ouverture qu'on appelle la défense Tarrasch. La défense Tarrasch, vous pourrez regarder parce que ça sort tout le temps encore dans les échecs à haut niveau. Ou la variante Tarrasch contre la française. Ça aussi, c'est devenu hyper populaire. Moi, je jouais la française quand j'étais petit, tout le monde jouait la variante Tarrasch. Et donc on voit qu'on est dans les années 2020 et que ce qu'il a inventé il y a 100 ans, c'est encore deux ouvertures majeures. C'est quand même assez impressionnant. Et surtout, il jouait énormément les variantes que lui prônait et qu'il a inventé, il les jouait énormément en pratique. Parce qu'il y a des mecs qui ont inventé des débuts. Je pense à la défense Alekhine, Alekhine n'a pas joué énormément la défense Alekhine, par exemple, pour des raisons évidentes. Donc voilà, c'est un joueur qui est connu pour avoir fait avancer l'histoire des échecs. On lui attribue aussi la citation en finale qu'il faut mettre la tour derrière le pion passé, qu'on soit celui qui attaque ou celui qui défend. C'est-à-dire qu'on soit celui qui cherche à promouvoir le pion passé, c'est-à-dire à faire dame, ou celui qui cherche à arrêter le pion passé. Il faut tout le temps aller derrière le pion. Donc voilà, c'est plutôt un joueur avec un style universel en fait. C'est un mec qui pouvait jouer des échecs très positionnels, qui pouvait vraiment essayer d'extraire tous les éléments pour asseoir sa domination sur une case forte ou jouer un jeu purement positionnel, mais c'est aussi un grand tacticien. Il y a plein de combinaisons super, plein de parties assez spectaculaires. C'est un joueur assez complet. Et voilà, c'est surtout quelqu'un qui a essayé de faire avancer la compréhension du jeu d'échecs. Et donc voilà, il est plus connu pour la postérité pour ses controverses avec les hypermodernes. Et ça me semblait important de l'aborder dans cette série, voilà, des joueurs qui ont marqué l'histoire des idées du jeu d'échecs. On passe donc à l'analyse de la partie de Tarrasch contre un joueur qui s'appelait Marco. Et donc vous voyez que l'ouverture, pour l'instant, c'est une espagnole, donc plutôt dans le pur style de Tarrasch, c'est pas une ouverture fantasque, c'est un gros classique. Les noirs jouent D6, les blancs profitent pour jouer D4, D4 ça menace tout de suite de gagner avec D5, ça attaquerait la pièce clouée, ça attaque le centre, c'est un très bon coup. Les noirs jouent fou D7 pour se déclouer, donc sûrement une position que vous avez eue dans votre vie plein de fois. Cavalier C3, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, donc que des coups classiques pour l'instant. Et là en fait, Tarrasch va planter un problème très simple à l'adversaire qui va paniquer, donc à partir de là, il va rentrer dans il va rentrer dans la sauce dès le 8e coup, et il va avoir du mal à en sortir avec les noirs, vous allez voir. Fou prend C6, l'idée c'est quoi? C'est qu'on enlève le défenseur du pion en E5. Donc, très simple, fou prend, et les noirs comptaient sur un coup, regardez. Dame prend dame, tour prend dame, cavalier prend E5, et là, les noirs comptaient se venger sur le pion en E4. Pourtant, on peut calculer très simplement, vous pouvez mettre pause si vous voulez le faire pour vous entraîner. Si les noirs font cavalier prend E4, là il y a un problème, c'est que les blancs vont juste jouer cavalier prend C6, enlève le défenseur de cette pièce-là en gagnant une pièce, et menace un échec intermédiaire en gagnant une deuxième pièce en E7. Donc, dans cette position, les blancs gagnent une pièce tout simplement. C'est-à-dire que si les noirs reprennent, on prend là, on a un cavalier en plus, et on a gagné. Et si quand on prend là, les noirs prennent en C3, on prend en E7 intermédiaire, et ensuite on recroque ce cavalier et tout va bien.
Donc dans cette position, les noirs ont réfléchi, se sont dit, on a un moyen de moyenner quelque chose dans cette position. Et donc, plutôt que prendre du cavalier, il s'est dit, puisque c'est ce fou qui se fait ramasser en C6 à chaque fois, je vais plutôt prendre du fou, d'abord en E4, et rendre la paire de fous. Fou prend E4, c'est la suite de la partie. Et là, c'est complètement forcé jusqu'à la fin. Donc vous pouvez essayer de chercher chez vous, de calculer toute la fin de la partie, tellement c'est rectiligne. Cavalier prend E4, cavalier prend. Et là, il faut trouver le problème qu'il y a dans la position. Donc, regardez un peu cette position que vous avez sous les yeux. Essayez de voir le souci qu'ont les noirs ici. Il y a un gros problème dans la position des noirs. J'espère que vous l'avez trouvé. C'est cet alignement des deux pièces sur la colonne E. Et donc là, avec les blancs, on ne va pas se contenter de jouer un coup de développement, un coup peut-être qui vous tenterait si vous aviez les pièces blanches ici. On va tout de suite appuyer là où ça fait mal. Évidemment, Tarrasch, c'était un super grand maître, donc il ne va pas rater cette opportunité de gagner la partie. Cavalier D3. Et là, maintenant, on attaque ce cavalier, et ce cavalier, s'il part, il y a le fou. Évidemment, au coup précédent, on ne pouvait pas croquer le cavalier tout de suite, puisqu'il y avait mat en E1, en D1, pardon. Donc dans cette position, Tarrasch joue cavalier D3, qui ferme la colonne de la tour des noirs sur D1, et qui attaque ces deux pièces qui sont sur la même colonne. Les noirs ont joué F5, là, tout simplement F3, on attaque la pièce clouée sur le fou E7, les noirs jouent fou C5 échec pour se défaire du problème, cavalier prend, et là pareil, c'est la conclusion, on va dire, de la partie. Si vous avez les blancs, comment est-ce que vous allez conclure ça? Essayez de réfléchir à comment on génère une menace, comment est-ce qu'on peut compléter son développement en jouant le coup le plus agressif possible. Et en fait, il y a un gros problème dans la position noire, c'est qu'après fou G5, on attaque la tour. La tour doit venir sur la 5e rangée, enfin elle doit rester plutôt sur la colonne D, fou E7, et là, il y a un gros problème, puisque après tour E8, ce cavalier, il est défendu par cette tour, et cette tour, elle ne peut pas rester très longtemps sur cette rangée. Et donc en fait, tout ce que les blancs ont à faire, vous pouvez chercher le dernier coup de la partie, c'est attaquer cette tour, qui ne peut pas se maintenir ici. Si cette tour s'en va, on va récupérer, j'ai mis les mauvaises flèches, pardon, on va récupérer le cavalier en C5, tout simplement. Donc très très simple, en fait, juste on attaque la tour qui ne peut pas rester au contact du cavalier. Donc c'est presque une partie, on dirait une partie de petits poussins dans des tournois, tellement les petits poussins et les pupilles, etc., c'est les catégories de jeunes, les petits qui jouent que ces ouvertures-là quand ils commencent les échecs, vous voyez cette variante de l'espagnol. On dirait vraiment une partie de débutant, tellement ça paraît simple de battre un fort joueur comme il a fait. Donc le mec en face, c'était un mec qui faisait des tournois, qui était un fort joueur, et pourtant, il n'a pas sorti la tête de l'eau dans cette position qui est très classique et qu'il avait eu sûrement plein de fois dans sa vie, quoi. Juste ici, si on reprend cette position, au final, puisque les blancs plus tard arrivent à jouer fou G5 et fou E7 en gagnant un temps sur cette tour, en fait on comprend qu'il aurait mieux valu reprendre comme ça. S'il voulait jouer avec ce thème en E4, c'était plus malin de reprendre de l'autre tour. Le fait de reprendre de la tour A, ça paraît plus logique parce qu'on se dit que c'est cette tour qui va atterrir ici et celle-là ici. En fait, c'est déjà embêtant dans cette position-là. C'est déjà très embêtant. Cavalier prend E5, et je vous remets la séquence. Cavalier D3, on découvre la pression sur les deux pièces. Les noirs s'accrochent à leur pièce en E4, on attaque la pièce clouée. Les noirs essayent de simplifier la position en échangeant une paire de pièces pour plus avoir de problème sur la colonne E. On récupère le fou, et dans cette position, pourtant, ils ont quand même un problème, puisqu'on a la manœuvre fou G5, suivi de fou E7. Dans tous les cas, on gagne un temps sur cette tour, et au coup suivant, on jouera fou E7, fourchette. Et si les noirs essayent de surprotéger le cavalier pour gagner un peu de temps, en fait, ça ne change pas leur problème, puisqu'ici, après C4, la tour doit disparaître de la 5e rangée. Voilà, c'était pour vous donner un petit exemple très simple de Tarrasch. Alors j'aurais pu choisir des parties sur la défense Tarrasch qu'il a inventée, etc. Mais je trouvais que cette partie, elle illustre bien une idée tactique très simple et elle me semble très compréhensible. Donc je trouvais que c'était une bonne illustration. Et j'espère que vous retiendrez quelque chose de la personnalité de Tarrasch parce que c'était vraiment une grosse figure de l'histoire du jeu d'échecs.